Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode en compagnie de la charmante équipe. Alors, juste en bas de mon écran, on a Thibaut Obo de Africain du Monde. Comment tu vas, Thibaut? Je vais très très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Ton, à Dessou, à toi-même, avec Merci. Fougue. Et puis, bon, c'est vrai que nous sommes dans une période un peu difficile parce que on a pas mal d'événements qui se suivent et qui sont pas forcément heureuses. Mais ça fait partie du combat et ça fait partie de la vie. Et c'est à nous d'inverser cette tendance qui n'est pas intéressante, à mettre à notre on va dire, la rendre positif. Voilà, rendre positif. Exactement. En, en bas à droite, juste à côté de Thibaut Obo, j'ai notre invité mystère Hachem Soud. Comment tu vas, Hachem Soud? Oui, bonsoir Thomas, bonsoir donc Aton, et puis surtout bonsoir Africains du monde, donc en la personne de Thibaut, donc à toutes les personnes qui nous écoutent du continent, du monde, hein, puisque comme le dit souvent le président d'Africains du monde, nous sommes partout, partout chez nous, donc sur cette planète. Donc bienvenue à ce nouvel enregistrement. Je souhaitais aussi préciser que ça fait un mois que Doumbé Fakoli a été incarcéré et toujours incarcéré, et que nous lui apportons donc toujours notre soutien, et que régulièrement, lorsque l'on aura à faire des enregistrements, on rappellera effectivement le décompte. Et donc, ça fait une semaine et demie que Kalala Nyosire Omotunde est parti. Ok, mais on en parlera de tout ça de toute façon, dans tous les cas. D'accord. Merci beaucoup à toi, Shensoud. Et la dernière personne, c'est notre Aton national. Comment tu vas, Aton? Moi, je dis Otep à tous, hein. Otep Thibaut, Otep Hatshepsut, Otep Thomas. Donc, moi, je vous envoie plein de force. Aujourd'hui, on en a vraiment besoin. D'ailleurs, c'est le Nkunja Seneb du jour et surtout plein de force, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On va rester sur ces belles paroles de la force, de la positivité, comme disait Thibaut. On va démarrer par une phase d'actualité. Donc, récemment, on a perdu la grande figure Kalala Omotunde. Déjà, je voudrais avoir vos avis sur les dernières infos qui ont déroulé. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur son décès, ou est-ce que c'est acté, il est vraiment mort d'une crise cardiaque? J'ai vu aussi des photos du sarcophage. Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ces honneurs qu'il a eu pour sa mort? Est-ce que vous avez trouvé que ça a été bien organisé? Et aussi sur Doumbé Fakoli, qu'est-ce que vous en pensez de sa situation? Pensez-vous qu'il faut que ça s'accélère, qu'il puisse se sortir rapidement? Je passe la parole à Thibaut et vous pouvez débattre librement sur ça. Et on va démarrer par ça et ensuite on parlera plus de sport dans quelques instants. D'accord. C'est vrai qu'on a, comme je disais tout à l'heure, on avait des événements qui ne sont pas du tout intéressants. Le départ de notre grand savant, historien et homme d'affaires, communicant, Kalala Omotunde Nyozere. Je pense que les vœux de Adjessou ont été respectés, parce que sur notre antenne ici, elle a bien précisé qu'il fallait absolument que Kalala soit accompagné de façon kamique, en fonction de ce qu'il a toujours désiré, en fonction de ce qu'il a toujours fait. Et je pense qu'en Guadeloupe, ils ont suivi à la lettre ce que Adjessou a dit, et ça me fait vraiment ça me fait plaisir de voir un sarcophage avec la croix Ankh, de voir aussi un accompagnement avec beaucoup de fleurs, on va dire les costumes de l'accompagnement de costumes étaient en blanc. Il y avait, en tout cas, c'était très, très, très bien organisé. Très bien organisé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre au compte de la nouvelle génération, au compte aussi du vrai changement. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des paroles, c'est aussi des actes. Et vraiment, je remercie ici toute la Guadeloupe, toute la Martinique
ils l'ont vraiment honoré. Et puis, une partie aussi de l'Afrique qui l'ont vraiment honoré. Donc, c'est vraiment une très, très, très bonne nouvelle. J'ai été vraiment touché personnellement. Tu penses que tous les Kamites devraient être honorés de cette façon? Tous les Kamites devraient être honorés comme Kalala l'a été? Non, après, c'est des cérémonies Kamites maintenant. Non, après, c'est des choix. C'est-à-dire que dans chaque pays, il y a une manière d'accompagner. Dans chaque village, il y a une manière d'accompagner. Dans chaque région, il y a une manière d'accompagner. Donc, les accompagnements peuvent se faire différents, mais le principe doit rester, c'est-à-dire que le principe d'accompagner de façon kamite et de façon africaine nos grands femmes, nos grands hommes, pour qu'ils soient toujours avec nous, parce que l'esprit est toujours vivant. Il n'y a que le corps qui part, qui fait ce grand voyage dans les champs du Yalou. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avoue qu'en Guadeloupe, ça a été hyper bien fait. Maintenant, je voulais dire autre chose aussi, c'est que, bon, en général en Afrique, quand on fait un accompagnement, on n'y mêle pas de polémique. Donc, ce que je voulais dire, je le retire et puis j'écoute les autres. Alors, Hachentou, toi aussi, ton avis sur les derniers instants de Omotunde, et penses-tu que les Kamites devraient s'en inspirer, faire des funérailles de ce style et arrêter d'aller à chaque fois faire des funérailles dans les autres styles de religion? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai qu'il est utile donc de se poser la question de comment quitte-t-on un monde, puisque nous sommes arrivés dans ce monde-là, non pas comme certains voudraient nous le faire croire par la volonté du Saint-Esprit. Il y a bien quelque chose qui a eu lieu pour chacun d'entre nous lorsque nous interagissons ici, c'est que tous nous avons été conçus par un homme et une femme, sauf si maintenant ça peut être autrement, et qu'on n'a pas souvenir de ce qui s'est passé avant. Mais la question se pose du départ, puisque cette période intermédiaire, un peu comme la période intermédiaire donc de 9 mois et avant 9 mois, lorsque l'on n'était pas encore tout à fait dans l'œuf, et donc dans la jonction homme-femme, pour pouvoir se réaliser pleinement en tant qu'être viable et vivant après à la lumière, donc dans ce monde-là, la question se pose donc après de ce départ. Et l'une des choses qui me semble à questionner, c'est que c'est un enjeu tellement fondamental que énormément donc de rituels qui se disent religieux, hein, en ce sens que la spiritualité passe derrière. Hein, comme si effectivement on devait penser que c'était beaucoup plus ce qui était mis en avant plutôt que la question spirituelle du venir au monde et de quitter ce monde avec des connaissances particulières. Ça, c'est véritablement une vraie question, parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes dépossédés depuis qu'ils ont renversé le monde à partir donc de l'an 0, naissance du Christ, donc c'est pas rien, naissance du Christ, ça veut dire qu'ils nous ont rayés au niveau de la filiation, on n'a plus de réelle connexion avec nos ancêtres. Hein. Donc, ils prennent en charge notre naissance à l'an 0. Ils nous font naître par le Christ et par la naissance donc de ce personnage, voilà, on va dire mythologique, mais qui pour certains a une véracité certaine. Et la question donc du départ, comme tu me la poses aujourd'hui, c'est pendant toute la durée de ce périple vers cette finitude qui peut durer 10 ans, 20 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans si on se tient bien, mais il y a quand même une fin, même si les transhumanistes voudraient dépasser cette fin-là et rentrer dans le temps perpétuel. Comment entre-t-on dans un autre temps, dans un autre espace? Puisqu'ils ont posé l'an 0 de manière chrétienne, ils décident comment on doit le quitter. D'accord? Donc là, en posant la question donc, de rite funéraire, ça veut dire que l'on pose aussi, comme l'a dit Dombu Fakoli au travers donc, de ses écrits, de la venue au monde, de la naissance. Est-ce que vous êtes baptisé? Donc, lorsque l'on annonce la venue d'un enfant, ça veut dire, comme je viens de le dire, il s'est passé quelque chose avant. Il y a eu, les psychologues vous diront, il y a le désir d'enfant. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il y a un désir de mort? Non. Donc, Kalala Nyosire Omotunde.
est parti dignement, parce qu'il est parti en sachant. Au moment où il savait qu'il partait, il entendait au lointain qu'il quittait quelque chose. Et il s'est préparé, et nous, on l'a poussé. Par nos pleurs, nous sommes devenus pleureurs. Et c'est vrai que ce rituel que l'on a vu, le rituel kamite, a poussé Kalala vers cet ailleurs. Ok, je vais laisser la parole maintenant à Aton. Qu'est-ce que tu en penses, voilà, des derniers instants? Est-ce que tu penses qu'ils ont, les Kamites ont fait honneur à Kalala Omotunde? En tout cas, la kamitosphère, en tout cas, kamite, ça veut dire noir. Hein, on ne va pas se le cacher. Si on est noir, c'est qu'on est kamite. Donc, il n'y a pas de particularité à un mot qui veut dire quelque chose de particulier. Faut savoir que oui, pour moi, je trouve qu'on a fait honneur à Kalala. Je trouve que c'est la première fois que je vois un enterrement à la hauteur kamite. Donc ça a une valeur pour moi que je trouve assez favorable, surtout sur ce grand homme qui est un géant, un Imhotep du savoir, si on peut le comparer. C'est vrai que depuis la création je dis pas l'an zéro, pour moi c'est Jésus fictif, Jésus n'existe pas, donc c'est une mythologie, c'est une fable, donc ça n'existe pas, en tout cas pour nous Kamites, nous Noirs, conscients. Nous on est en 6259 et on se base sur l'agenda gréco-romain pour vivre dans cette société. Mais il a eu un enterrement favorable et je trouve que c'est bien ce qu'il a eu comme enterrement. Moi, j'ai apprécié les vibrations qu'il y a eu et j'ai écouté très admirablement, comment il s'appelle, tous ses amis qui ont vécu avec lui, qui ont passé des grands moments avec lui. Je pense à Étilé principalement. Et surtout les gens d'Anijar qui ont tous fait un discours vraiment exceptionnel et on aurait tous voulu être là-bas, je pense, pour lui dire encore sur son voyage que son cas soit encore vivifié et que que la pesée du cœur puisse passer et que ça puisse être vraiment quelque chose de positif, en tout cas pour lui dans l'au-delà. Mais pour moi, il a réussi son passage et pour moi, c'est chapeau. Il ne reste plus qu'à s'admirer et puis faire œuvre de puissance, comme il disait. Exactement. Alors, Kalala nous a quittés, mais son esprit et ses œuvres sont toujours là, toujours présentes. Donc, on vous invite à vous les procurer le plus vite possible. Et on a parlé d'une autre figure aussi du panafricanisme, du kémétisme particulièrement, dans le nom de Doumbouya Fakoli. Doumbouya Fakoli, comme l'a dit Hachensout, ça fait depuis un mois qu'il est incarcéré au Mali. Qu'est-ce que vous en pensez là, à ce moment de sa situation? Est-ce que vous pensez qu'il y a une lueur d'espoir? Thibaut, Hachensout, attends, je vous laisse la parole. Pensez à remettre vos micros dès que vous parlez. Bon, je pense que Doumbouya Fakoli ne devrait plus être en prison en ce moment où nous faisons cette émission parce qu'il a un soutien du régime en place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enfermer un soutien du régime en place, quelles que soient les raisons qu'on peut avancer pour le maintenir en prison, ce qui poserait une vraie question sur ce qui se passe exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fermer les yeux. Si on arrive à maintenir en détention un soutien, parce qu'il a fait plusieurs vidéos pour soutenir à la fois le régime et à la fois personnellement les dirigeants, c'est-à-dire Assimi Goïta et Choguel Maïga. Donc je pense qu'il faut qu'il sorte. Donc j'en profite de notre émission Goûter panafricain pour demander aux autorités maliennes de faire sortir immédiatement Doumbouya Fakoli de là où il est pour de multiples raisons. Déjà, c'est un soutien de la transition. De deux, son âge ne permet pas d'être en prison. Trois, les travaux qu'il a produits sont des travaux pour éveiller la conscience africaine et pour faire en sorte qu'il y ait une sécurité à la fois pour les dirigeants actuels et une sécurité aussi pour toute l'Afrique. Donc, il n'a rien à faire en prison. Il faut absolument qu'il sorte. J'en profite aussi pour évoquer quelques prisonniers politiques aussi qui sont dans d'autres pays, notamment en Côte d'Ivoire. Il faut en profiter pour qu'ils sortent aussi. Il y a beaucoup de militaires qui ont
fait la guerre en Côte d'Ivoire en 2011. Depuis 2011, ils sont encore en prison. Donc, il va falloir aussi qu'ils sortent. Je parle aussi au Bénin, où il y a des prisonniers politiques. Je fais référence ici à Ogou, qui a été, on va dire, lâchement emprisonné jusqu'au jour d'aujourd'hui, et avec toute sa suite. Donc, il faut que tous ces prisonniers politiques qui sont emprisonnés dans nos différents pays puissent être libérés pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour que les pays avancent. Et donc, pour revenir à Doumi Fakoli, il faut effectivement aussi ouvrir nos participations pour que ces avocats puissent être à l'aise, pour pouvoir le soutenir financièrement, et pour que tous ceux qui passent par le Mali en ce moment doivent lui rendre visite, pour que les gens sachent que Doumi Fakoli n'est pas tout seul, que derrière lui, il y a tout un monde. Donc, il faut qu'il sorte. Et je demande aux autorités de le libérer. Ok, en tout cas, le message est bien passé. Alors, je voudrais juste des choses à ajouter, ouais. Oui, excuse-moi, je voudrais juste ajouter qu'il y a une sorte de coïncidence. Les prochaines élections législatives au Mali, donc, devaient être prévues, je dis bien devaient, mais peut-être que je me trompe, ça peut être confirmé, devaient se tenir aux dates du 20 mars, aux alentours de octobre 2023. Si je ne me trompe pas. Voilà, donc les élections, les dates ont été fixées. Les dates, je disais bien, les dates devraient être confirmées par la suite, mais je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas, Thibaut, c'est bien les élections au Mali, c'est bien en octobre 2023 à peu près, non? Il faut que tu remettes ton micro. Ouais. J'ai pas le calendrier des élections, donc j'ai pas les dates exactes, donc je pourrais pas confirmer. Oui, alors je voudrais effectivement bien vérifier ça. Pourquoi? Parce que on demandera l'avis aux auditeurs qui écoutent, et ils nous diront. Alors, je dis ça parce qu'il y a peut-être une volonté justement de maintenir donc Doumi Fakoli loin justement de ce qui est une échéance électorale cruciale. Je pense que les hommes politiques qui sont à la tête donc du gouvernement donc du Mali n'ont pas à s'inquiéter effectivement du dire donc de Doumi Fakoli. Alors, s'ils s'en inquiètent, ça montre aussi une certaine faiblesse. Et ça c'est pas un bon c'est pas un bon message qu'ils transmettent. C'est ce que je voudrais dire. Laisser effectivement la parole libre, se dire si effectivement on muselle des personnalités qui sont peut-être en contradiction, mais pas forcément dans le fond, puisque Doumi Fakoli a toujours soutenu l'équipe en place. Si effectivement ça donne cette image-là, on a quelques raisons de craindre pour la suite. Voilà. A-t-on? Je pense que... Est-ce que tu vois une lueur d'espoir dans la situation de Doumi Fakoli? A-t-on nous a quittés? On va attendre. Il va répondre plus tard quand il sera là. Voilà, en tout cas, la situation à vous écouter est assez complexe, comme on pourrait dire, mais d'un côté, il y a Doumi Fakoli qui a une très grande figure du kémitisme, qui a soutenu, comme a dit Thibaut, le gouvernement malien. Et au final, il se retrouve incarcéré par ce même gouvernement. Donc, c'est un petit peu paradoxal. Mais on espère, nous, la chaîne Goûter Panafricain, que sa situation va vite s'améliorer. On va continuer le débat, on va aller d'une manière un peu plus légère, on va rester sur l'actualité, donc l'actualité sportive en ce moment, je pense qu'il doit y avoir des abonnés qui doivent suivre le football, la Coupe du Monde. Et je me suis fait cette réflexion qu'il y a beaucoup de joueurs kémites, des joueurs noirs qui jouent pour des nations occidentales, des nations américaines, etc. Donc, attends, tu t'étais déconnecté, il faut que tu te reconnectes. Ouais, c'est bon normalement. Ce que je disais, c'est que on a en Afrique... Parce que j'étais en train d'introduire le prochain sujet, donc on t'écoute et après je dirai le prochain. Ouais, tout à fait. Ouais, je vais vite aller sur ce sujet-là, puisque en fin de compte, le problème en Afrique, on l'a bien compris, le problème numéro 1, c'est pas l'entente envers les hommes. Les hommes peuvent très bien communiquer ensemble et il n'y a pas de souci. On peut leur parler politique, ils peuvent parler
Ils peuvent parler armes, ils peuvent parler agriculture, il n'y a aucun problème. Le problème numéro 1 pour les Africains, c'est la religion. Et ça cause un problème. Tu penses que ce n'est pas possible qu'ils s'allient en dehors de… C'est une base idéologique, on le voit au Mali avec Dumbi Fakoli, c'est la religion. Il n'y a pas à chercher plus loin. Tant qu'on n'aura pas fait un effort, comme le disait Omotunde, sur ce rapport de force à nous-mêmes, de nous faire confiance nous-mêmes et de nous mettre en valeur nous-mêmes dans nos spiritualités, dans notre ancestralité, on n'ira nulle part. Et on le voit bien avec Dumbi Fakoli. Dumbi Fakoli, il est enfermé par des musulmans. Et ils n'ont pas fait le travail de nettoyage. Et je sais que c'est difficile. Ça demande un travail profond. C'est vraiment pas évident de s'écarter de ces spiritualités qui ont été imposées à l'Afrique. Mais il faut le faire. Et aujourd'hui, je ne pense pas que mettre un homme qui aura le 1er janvier 2023, excuse-moi, le 1er janvier 2023, 79 ans en prison, ça se pousse, il revendique simplement son africanité. Je rappelle qu'il revendique simplement d'être africain. Vraiment juste ça. Et ben, le mettre en prison pour ça, c'est juste limite. Il faut vraiment qu'on fasse un travail sérieux sur ça, de connaissance, d'éducation, vraiment de travail qui doit être profond et enlever cette aliénation qui est encore en nous, en chaque noir, je dirais. Voilà. Il faut faire vraiment cet effort-là. Voilà, parlons, merci à toi en fait d'avoir conclu ce sujet. Donc, parlons des Noirs, des Kémites. On va rester dans l'actualité. Actuellement, c'est le sport qui prédomine avec la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez de ces Noirs qui se battent corps et âme pour rapporter le trophée pour une nation qui n'est pas forcément la leur d'origine? Je parle d'origine, hein. C'est pas de leur nationalité, mais plus de leur origine. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Est-ce que vous pensez que les Noirs doivent être fiers de leur nationalité et doivent continuer comme ça? Okay. Ouvrons le débat un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation des Noirs dans le sport et qui sont forcément ils sont reconnus quand ils gagnent et un peu moins quand ils perdent? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que c'est un mythe, peut-être que je me trompe. Tu veux démarrer? Non, pas forcément. Je voulais juste dire que, bon, là, au niveau du panel, il n'y a que des hommes et que, bon, toi, tu t'y connais en football. Je pense que, effectivement, les personnes autour de la table. Non, je voulais juste dire que dimanche dernier, donc, on était à la maison, il y avait trois invités, donc là, et il y en a un donc, qui était parmi les autres, mais qui n'est pas quelqu'un qui est par ailleurs très engagé, hein, et qui malgré tout, en plein milieu donc du repas, ouvre le portable et assiste au match entre la France et une autre équipe. Une équipe européenne, je crois. Alors, bon, ce qui m'étonne, c'est que lui, comme tu l'as dit, hein, on ne va pas employer le terme noir, mais il est kamite, mais pas forcément. Alors, quand on dit kamite, ça veut dire engagé d'une certaine façon. Il se revendique, lui, au niveau politique, beaucoup plus martiniquais. Donc, ça, c'est un autre débat. Mais la question, c'est comment se fait-il qu'avec tous les problèmes, les soucis, effectivement, au niveau de la migration pour quelqu'un d'ordinaire qui n'a que sa force de travail à proposer, donc, et qui à l'État français ou aux industriels, aux employeurs en France, ils ont des difficultés d'obtenir des papiers. Par contre, on a une demande assez forte de voir donc des possibilités, des filières qui se créent au niveau sportif et notamment au niveau football pour pouvoir rapporter énormément d'argent. Donc voilà, c'était une introduction que je voulais dire. C'est une bonne introduction. Donc peut-être que le sport en lui-même aide à avoir des papiers, qui sait. Peut-être c'est une façon de pouvoir s'insérer dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais laisser la parole aux autres panélistes.
Je vais juste compléter en disant que le sport est compris, envisagé, présenté comme étant un instrument d'insertion, d'inclusion sociale pour les populations défavorisées, donc ce qu'on appellerait donc les populations laborieuses, qui sont aujourd'hui, il faut le reconnaître, issues donc de la migration. Donc c'est un bon vecteur effectivement de cohésion sociale de passer par le sport. Alors, j'ai même une question pour vous. Est-ce que vous trouvez que le sport est sincère? C'est-à-dire que quand on est un vrai sportif, quand on arrive à apporter des résultats, bah, on oublie tous les problèmes, on oublie tous les soucis de l'origine, etc. La personne est insérée dans la nation. Mais vous ne pensez pas que ces problèmes sont oubliés très, très rapidement? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sorte d'hypocrisie ou au contraire, le sport est plutôt fédérateur et règle tous les soucis? Qu'est-ce que vous en pensez, hein, les autres panélistes, Thibaut, Aton? Je pense que tu as posé une première question. Est-ce que les Noirs et donc les Africains sont-ils fiers d'arborer, de porter les couleurs des pays dont ils ont la nationalité? Moi, quand je parle du principe de base, à savoir que sur les 5 continents, les hommes de départ pendant longtemps étaient des Noirs, étaient des Africains, c'est-à-dire que le blanc n'arrive que tardivement, aux alentours de 250 000 en Europe. Donc, partant de ce principe, il ne doit pas y avoir de problème particulier pour un Noir africain de porter une nationalité et pouvoir la défendre, parce que sa légitimité dépasse les nationalités qui sont superficielles qu'il porte. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que le sport en tant que tel, le sport organisé, à la base, ont tous été organisés d'abord par les États forts, c'est-à-dire les États africains, pendant longtemps en Égypte, et les États de l'Afrique en dessous, c'est-à-dire Zimbabwe et tout ça. Et après, les États poupées russes, c'est-à-dire les États qui sont en Amérique, notamment la population maya, et puis un peu plus loin, les populations d'Asie. Donc, ces sports ont été pendant longtemps très organisés et il y a eu pendant longtemps des grandes manifestations qui étaient organisées. Aujourd'hui, on a affaire à autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à un système de business. C'est-à-dire que dans le cas du football actuel, on assiste par exemple à des échanges, on va dire, des négociations, des échanges, on va dire, de gros échanges financiers qui font qu'en fait, on attribue l'organisation d'une manifestation à des pays même qui n'en ont pas la culture, qui n'en ont pas les facultés d'organisation, et on leur attribue ça juste parce que bon, ils ont à un moment donné, ils ont le pétrole et que à travers ce pétrole, ils peuvent soudoyer certains organisateurs au niveau de la FIFA, c'est-à-dire la FIFA étant la Fédération internationale de football, pour pouvoir organiser une manifestation dans un pays où il fait 50 degrés. C'est-à-dire que logiquement, les joueurs, logiquement, ils auront du mal à réellement bien courir et à récupérer aussi facilement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le temps de récupération a été rallongé. Donc, on n'est plus tellement dans un sport qui rallie les gens, dans un sport qui lève le niveau de la population, parce que le sport, ça sert à ça, lever le niveau de la population pour qu'il y ait un système d'osmose pour permettre à cette population de pouvoir s'élever, se grandir et réaliser toujours on va dire, des prouesses monumentales. C'est ce qu'on a connu avec l'Égypte, c'est ce qu'on a connu avec les Mayas, c'est ce qu'on a connu avec les populations qui vivent en Asie. Donc, le sport en tant que tel n'est pas forcément négatif, comme on a voulu le faire comprendre récemment avec la colonisation, avec l'esclavage. On a essayé d'inverser les valeurs pour essayer de les dénigrer, parce qu'au final, ils se sont rendus compte que quand ils organisent ces sports, au final, les meilleurs sont toujours pratiquement les Africains. Donc, il fallait ridiculiser, il fallait rendre ça quelque chose qui n'est pas important. Alors que le sport,
du point de vue physique, hein, j'entends, c'est-à-dire que le corps humain a besoin d'être en mouvement. C'est-à-dire que le corps humain se redresse et se met en harmonie quand il est en mouvement. L'être humain, il est bipède, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui bouge. Donc, pour qu'il bouge, il faut qu'il se mette en état de marche. Et pour marcher, il faut faire des exercices. Donc, le sport, en fait, il sert à ça. C'est vraiment ça la base de départ du sport. Maintenant, aujourd'hui, ça a été un peu galvaudé et ça a été un peu mis à toutes les sources. Donc, on est un peu perdu. Mais il faut recentrer les choses et faire comprendre aux gens quelle est l'idée de départ du sport. Du sport. Voilà, c'est un peu ça. A-t-on? Ouais, moi, j'oublie pas que je vais revenir à l'équipe de France, que en 98, c'était Black Bomber en France. Hein. Je parle juste de la France. C'était les gens découvraient qu'on pouvait vivre ensemble. Les Noirs, je dis Black Bomber, je sais pas si on se comprend. Hein. C'était pas le cas avant, je veux dire. Hein? Ouais, comme si avant on vivait pas ensemble, quoi. Ils vivaient, ça se faisait séparés. Et en 98, ça a permis une sorte de renouveau, une sorte de truc extraordinaire qui n'a pas duré longtemps, malheureusement. Mais on aurait voulu vivre dans un rêve, mais on est vite descendu dans les réalités. Dans la réalité d'aujourd'hui, on voit bien qu'en 2022, que rien n'a changé, quoi. Je vais citer certains noms, des Marcus Thuram, des Ousmane Dembélé, des Eduardo Camavinga, on va vite comprendre où je vais en venir, des Kingsley Coman, des Thomas Lemar, des Paul Pogba, des Ibrahim Konaté, ils font tous partie de l'équipe de France, des Samuel Umtiti, des Damayo Upamecano, d'ailleurs on pourrait dire des choses sur son nom, des Jules Koundé, enfin bref, on a bien compris que toutes ces personnes-là étaient noires. Que font-ils pour la communauté noire? C'est ma première question. Deuxième question, se battent-ils pour leur pays d'origine? Je pense qu'ils l'ont même oublié, c'était ta question. À mon avis, ils ont oublié d'où ils venaient. Maintenant, on ne peut pas leur reprocher, ils sont jeunes. Je pense que la jeunesse fait que, et on veut vraiment réussir dans la terre où on est. Mais c'est à la fin de carrière, on voit bien avec qui ils se marient. Se marier signifie l'acte de où tu vas donner ta confiance et ton argent. On voit bien ce que les femmes en font, parce qu'ils se marient tous avec des femmes locodermes. On ne va pas se cacher. On ne dira pas le mot oralement, mais c'est tous des femmes locodermes. Et on voit bien où va l'argent au final. On a vu l'exemple avec, comment il s'appelle, l'exemple c'était le Pogba, la famille Pogba. Et il faut bien voir qu'on n'est jamais gagnant dans ces affaires-là. Ouais, même au football, on a l'impression qu'on a des millionnaires sur le terrain, mais on n'est jamais gagnant. Ouais, mais la tant famille qu'on ne Pogba, sera pas unis. l'exemple, excuse-moi, de la famille Pogba, ils s'entre-déchirent entre eux, entre frères. Oui, c'est pas une question voit de bien. coderme ou quoi que ce soit, tu vois. Ah, mais il y a une finalité. Et l'argent ne peut pas se dépenser. C'est leur argent, l'argent de Pogba, qu'on le veuille ou non, ben, il en possède rien. C'est là où je veux en venir. Et même en fin de carrière, il ne le possède pas. Où je veux en venir, c'est tant qu'on ne sera pas unis avec des millionnaires sur le terrain qui penseront qu'à l'une communauté qui n'est pas la leur, à se bagarrer pour un pays qui n'est pas le leur, qui les accepteront jamais. J'insiste bien, ce pays où ils se battent, où ils veulent se battre, les accepteront jamais. Je veux dire que la France ne les acceptera jamais. Mais non. Thuram est un ancien joueur de football. Il a fait le grand 8 rien qu'en abordant le sujet. Donc il faut pas se leurrer. Ouais. C'est communauté qui fait on restera comme ça. Ok, on n'a pas entendu ta dernière phrase. Tu peux le répéter, s'il te plaît? Ouais. Quand on n'aura pas pensé communauté africaine noire kémite ici dans ce pays, que je rappelle que la seule communauté qui n'a pas pensé communauté, c'est la communauté noire qui veut s'ouvrir avec tout le monde, sauf avec elle-même. Tant qu'on n'aura pas pensé communauté, on n'ira nulle part. Que vous soyez millionnaire sur le terrain, vous allez voir au grand 8, les blancs, les locodermes claquent des doigts, vous devenez pauvre le lendemain. On a vu avec le fameux chanteur américain là, qui voulait jouer, qui était riche en 24 heures, il a tout perdu.
Donc, c'est pas l'argent qui fait le. Tu parlais de qui, là? Kanye West, non? Kenny West, oui, voilà, je parlais de Kenny West. En 24 heures, il a tout perdu. C'était soi-disant un millionnaire chez lui. Donc, c'est pas l'argent qui fait. Ouais, excuse-moi de te couper. En parlant de Kanye West, il a encore une nouvelle. Il doit payer, là, il est divorcé de sa femme, il doit payer une pension alimentaire de $200 000 par mois. Non, mais c'est juste un exemple de tous les millionnaires que je viens de citer précédemment. D'accord? Eux, ils vont tous tomber dans ce panneau-là. Ils vont tous faire des gamins, soi-disant métis. Ils vont tous payer des pensions alimentaires par exception. Il peut y en avoir un qui peut s'en sortir. Hein. Donc, mais ils sont nombreux. Mais ils penseront jamais communauté. Et comme ils ne pensent pas communauté, eh ben, dans 10 ans, dans 20 ans, on aura toujours le même problème qui va se répéter tout le temps. Je répète, il faut être maintenant stratège communautaire pour s'en sortir. Sinon, on est fini. Ok, alors on va terminer avec les mots de Aton. Déjà, je pense qu'on a fait un beau podcast, ça fait à peu près de 40 minutes. Je voudrais préciser quelque chose, peut-être, si c'est possible. Ouais, ok, alors, juste un dernier mot pour finir, si vous avez quelque Alors, chose. oui, c'est vrai que là, Aton vient de nous indiquer un petit peu la difficulté. Hein. Elle est essentiellement de ne pas comprendre les enjeux qui se jouent derrière le recrutement de sportifs venant du continent, qui ne sont pas forcément des sportifs tels que les impératifs, les desiderata des publicitaires, etc., puisqu'il y a énormément d'acteurs économiques qui sont derrière leur recrutement, l'exigent, c'est-à-dire qu'ils vont après dans des centres de formation, etc. Donc la notion de rendement, lorsque l'on dit rendement, effectivement, vous voyez bien là où je veux en venir. Ça veut dire tout simplement qu'il y a tout un secteur économique qui rapporte beaucoup. Et ça rapporte beaucoup à qui? La question, elle est réelle. Comme vient de le dire Aton, il y a d'abord, effectivement, bien sûr, on donne quelques pépites à des individus qui se retrouvent du jour au lendemain millionnaires et qui, à la fin de sa carrière, l'argent revient d'où elle est partie, soit les femmes, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce sont des affaires privées apparemment, mais l'argent, le réinvestissement au niveau beaucoup plus local, au niveau du continent et des pays continents, n'a pas lieu, n'arrive pas. C'est-à-dire que la manne, même si on parle de la canne, aujourd'hui, les retombées publicitaires, elle est très moindre par rapport à ce que génèrent les sponsors, etc., européens en Europe. Donc, la question qui se pose, c'est qu'il y a énormément d'institutions autour et qui gravitent autour du monde du sport. L'un des plus importants, c'est, vous avez l'Agence française de développement, qui est sous tutelle donc, du ministère des Affaires étrangères, et qui a publié donc un certain nombre d'études mettant en exergue le potentiel donc des jeunes du continent pour l'avenir et notamment pour aux échéances de 2030. Alors pourquoi le 2030? Pour permettre effectivement un développement par le sport. Le développement économique passerait par le sport et notamment par toute une association donc publique, mais notamment partenariat public-privé, notamment une part belle pour les investissements extérieurs. Il y a d'autres organismes institutionnels qui se greffent là-dessus. Je voudrais citer donc d'autres études, notamment qui ont été menées par le Conseil économique et social et du développement, qui taglent là-dessus. Il y a le ministère donc des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, qui est partie prenante donc dans ces visées-là, notamment qui a créé un observatoire de l'économie du sport, qui a pour visée de valoriser les données donc existantes. Donc, il ne faut pas croire que en France, il ne s'intéresse pas à ce qui se passe au continent. Il s'intéresse donc au potentiel de rendement donc des sportifs et du futur potentiel donc des jeunes qui vont devenir des sportifs de haut niveau pour la France et en lien avec leur pays d'origine, en vue de rapatrier donc des fonds par des filières associées. Donc, toute la question aujourd'hui, c'est que fait l'Afrique
pour pouvoir, puisque effectivement, on n'arrête pas de dire donc de l'extérieur qu'elle a un fort potentiel de développement, donc, et on le voit bien au niveau physique. Au niveau physique, laissez-moi terminer, c'est de dire qu'il est nécessaire qu'ils s'emparent de bout en bout de cette filière économique et qu'ils ne laissent pas s'immiscer dans les divers stades, divers programmes, on va dire, d'édification du sportif et des infrastructures, des personnalités et des organismes extérieurs. Ok, très bien. Bon, on va terminer là. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce goûter panafricain. Merci à vous, les intervenants. Pensez, les abonnés, à laisser des commentaires, vos avis, à partager le goûter panafricain. En tout cas, merci à vous. Ça y est, on a atteint notre objectif. On a atteint les 1000 abonnés. Et là, le prochain, c'est d'atteindre les 2000 abonnés. Donc, aidez-nous à faire monter cette chaîne, à faire grandir cette chaîne. C'est très simple. Vous avez juste à vous abonner et à partager les vidéos. Et la magie va se faire, la montée va se faire. En tout cas, merci à vous. Alors, je voudrais dire que le fait d'avoir des abonnés nous permettra de vous rencontrer, d'interagir donc directement. Notre objectif, c'est effectivement d'être vu et puis de vous connaître un petit peu mieux et de vous rencontrer donc de visu. Voilà, vous rencontrez de visu, dit-elle l'invité mystère. Je voulais présenter un livre. Moi, je voulais présenter un livre. C'est fini ou pas? Non, je voulais présenter un dernier livre. Un livre. Attends, vas-y. C'était l'Afrique des grands empires du 7e au 17e siècle. C'est Amadouba qui fait ça. Et c'est aux éditions AB. Et franchement, j'ai pris du plaisir à le lire. Voilà. L'Afrique des grands empires du 7e au 17e siècle. Ok, très très bien. Et toujours en lien dans la description, il y a les livres aussi de Thibaut Obou qu'il faut se procurer d'urgence. En priorité même. Bien sûr. Bon, en tout cas, merci à vous. On se retrouve très très bientôt. Merci à vous tous. Merci Thibaut, merci Aton, merci Thomas. Salut. Bye bye tout le monde. Bye bye.